notre première table ronde. Alors, je vais retirer ça si tu veux bien, parce que là, je ne vois plus rien. Voilà. Sur nos 30 années d'action, qui sont, alors la RDHD, c'est vrai que est surtout connue pour le site, pour l'information. Et c'est vrai que la dimension information, médiatisation est tout à fait importante, mais ce qui est aussi, j'allais dire, peut-être, enfin au moins autant important, c'est l'action. C'est-à-dire ce sont les sauvetages, et la protection, c'est aussi, bien sûr, il y a faire savoir, mais il y a aussi faire pour concrètement protéger. Et ce que vous voyez là sur le slide là, bah, c'est finalement c'est une information et une action qu'on a menée qui est assez emblématique. On remontera, si je peux me permettre, en ordre chronologique inverse. Et donc là, la plus récente, eh bien, qui était automne-hiver dernier, 2021, avec on verra tout à l'heure le sauvetage de 3 footballeurs. Et l'affiche que vous voyez là, en fait, c'est le score, si on peut dire, que Reporters sans frontières indique pour Djibouti, c'est-à-dire qu'en gros, sur 180 pays qui sont classés, la place de Djibouti en 2021, le classement 2022 n'est pas encore sorti, c'est 176e pour la liberté de la presse. Et ces sont des indicateurs, si je peux me permettre, qui est intéressant d'avoir, aussi pour donner finalement la dimension de la réalité là-dessus. Voilà. Et donc, notre première table ronde sur l'ensemble, voilà, vous avez là s'affiche les personnes à qui je demanderai, si vous avez bien, de s'exprimer sur la question. Donc Gomin Douxi, si vous voulez bien, ça sera aussi déjà sur ces questions de footballeurs. Hassan Cher, Omar Ewado, Aïcha Dabalé, on la citera parce qu'elle revient là d'une opération, je crois, très très dure, justement, de protection des femmes en Éthiopie, avec elle a pris énormément de risques, et donc elle est avec nous en pensée aujourd'hui. Maki, vous serez là aussi, Mohamed Kalami, et Laurence, et puis Catherine Daoud, qui passera peut-être un nez, m'a-t-elle dit, tout à l'heure. Alors, pour cette première action, sur nos footballeurs internationaux, qui étaient des internationaux de l'équipe djiboutienne. Donc le cadre, vous le savez, c'était... moi je ne suis pas très fan de football, pardon, mais je vais essayer donc pas de dire de bêtises là-dessus, mais on avait donc en septembre dernier, les tournois de... C'était quoi la Coupe du Monde internationale? C'était la préparation de la Coupe du Monde de football. Alors voilà, préparation de la Coupe du Monde de football, et en fait, Djibouti est allé jouer à Alger contre l'Algérie, n'a pas gagné, disons les choses, et devait ensuite, le tournoi, l'étape d'après, c'était le Maroc. Et comme le Maroc, à la fois, on était en plein Covid, et en plein grande difficulté frontalière entre l'Algérie et le Maroc, il a fallu que l'avion repasse par Paris. Et à ce moment-là, je passe la parole à Jean-Loup. Qu'est-ce qui s'est passé? Nos 3 footballeurs se sont cachés. Nos 3 footballeurs, d'après ce que je sais, se sont cachés, ont refusé de prendre l'avion pour le Maroc avec leur équipe. Alors, ils se sont cachés dans l'aéroport, dans une zone en travaux, derrière une porte pratiquement, et même à un moment un agent est rentré, les a pas vus, et vers 4 h du matin, ils ont été au poste de police, enfin au département de contrôle aux frontières, et là ils ont déclaré à 3 qu'ils demandaient l'asile. Ça devait être un vendredi, nous n'étions pas au courant, et ils ont réussi à joindre un réfugié djiboutien qui est en Suisse, qui est Hassan Cher, qui ne pouvait pas faire grand-chose depuis Lausanne, mais qui m'a appelé, et là, dès le lundi matin, j'ai cherché nos footballeurs. Est-ce qu'on peut passer la parole à Hassan Cher 30 secondes, juste pour... Oui. Pardon, Hassan, si vous êtes là, juste déjà, ça nous permettra de vous voir et de vous avoir, mais sur cette question-là, comment vous avez été impulsé par nos 3 internationaux de l'équipe djiboutienne?
Ah non, je vous écoute, oui, je suis là. Alors voilà, à vous, Hassan. Bonjour Hassan. Donc la question là, elle est très précisément sur le cas de de septembre dernier, hein, en gros de nos 3 footballeurs. Comment c'est arrivé? Puisque en gros c'est vous qui avez été prévenu le premier. Est-ce que vous pouvez nous dire finalement pourquoi c'est vous? Et comment c'est venu? Bon, oui, d'abord je vous remercie de m'avoir invité à cette meeting pour fêter le 30e anniversaire de la FDH, qui est une organisation très connue à Djibouti, même pas bien connue, mais très connue à Djibouti, qui a beaucoup servi les Djiboutiens, qui a aidé énormément les Djiboutiens, dont je fais partie. Hassan, je vous interromps 30 secondes, vous n'avez pas de caméra là. Ah d'accord. Si vous pouvez la mettre, ça serait plus sympa parce que comme on aura un replay et montage, voilà, merci. Exactement. Voilà, je vais enlever ma casquette. On vous a pas encore, hein. On a un chat chez un petit micro vert et ça va pas tarder. D'accord. Non, pas encore. Non, ça veut pas venir. C'est invraisemblable. Bah, il n'a peut-être pas beaucoup de réseau. Oui, il a disparu. Ça dépend du réseau. Bon, ça fait rien, continuons comme ça. On mettra votre photo. Ah oui, attendez. On va y arriver. Alors je continue de ce côté, puis quand vous êtes prêts, vous me dites et je vous passe la parole à ce moment-là. Juste, nous on est arrivé, Jean-Loup est arrivé avec de ce côté-là, et puis je dois dire que d'autres aussi, Moumine Suleiman, Douxi, à qui on passera la parole tout à l'heure, c'est lui qui est à Rennes, donc là aussi c'est lui qui les a accueillis ensuite, mais ça a été un truc assez rocambolesque pour les faire sortir à ça. Ça marche là? Non, il a disparu. Zut. Je suis là. Bon, on vous voit toujours pas. On vous voit toujours pas, mais tant pis, on vous imagine. Allez-y, c'est à vous. D'accord. Voilà. En fait, la FDH, comme je dis, c'est une organisation très connue par tous les Djiboutiens et qui nous a beaucoup aidé en fait depuis sa création. Et nous les remercions. Je profite de cette occasion pour remercier Jean-Charles Fait-Apicon qui a beaucoup contribué aussi à nous et à tous les autres en fait. Et voilà, si je reviens à votre question, ces jeunes m'ont contacté moi personnellement parce que comme je suis très actif sur les réseaux sociaux et que je suis connu un peu dans ces milieux de la lutte, je veux dire, syndicale et même droit de l'homme, plus activiste sur les réseaux sociaux, je crois que j'étais la première personne à qui ils ont pensé, c'est pour ça simplement je crois. Et c'est pas eux qui m'ont contacté directement, mais c'est quelqu'un de leur famille qui a pris contact avec moi. Donc, dès qu'ils ont pris, la famille a pris contact avec moi, je leur ai demandé comment quelqu'un de leur famille qui est présent en France a pris contact avec moi, j'ai demandé comment on pouvait les joindre et j'ai pu avoir le numéro du centre où ils étaient. Et c'est là que j'ai pris contact avec le centre. J'ai passé par le centre et c'est comme ça que j'ai eu le contact. Et tout de suite après, j'ai pris contact avec Jean-Louchal pour voir ce que la LVH pouvait faire en fait. Voilà, écoutez, merci, ça illustre bien d'ailleurs, merci Hassan, on vous passera la parole tout à l'heure quand on regardera d'autres questions et notamment syndicales, mais c'est important, c'est que cette solidarité, ça marche alors avec les réseaux sociaux, mais ça marche avec, j'allais dire, les réseaux tout court, pour pouvoir agir. Et moi je dois dire qu'effectivement j'ai été retrouver Jean-Loup et nos 3 amis qui étaient là-bas dans le centre, comment ça s'appelait le centre de transit. Le centre de transit d'Orly. Voilà, c'est ça. Et puis, Jean, peut-être si tu peux juste enchaîner un peu sur cette suite-là. Alors, voilà, moi je suis allé les voir le lundi matin, j'ai eu énormément de mal à les trouver. Je peux vous assurer qu'Orly, l'aéroport d'Orly, c'est grand. Bon, là, je les ai rencontrés, c'est la première photo, et nous avons eu la chance d'avoir la BBC Afrique qui s'est intéressée à leur affaire et qui a fait un article qui est sorti 2 ou 3 jours après. Bon, je les ai vus tous les jours, ils sont allés au tribunal de Créteil parce qu'il fallait prolonger, il fallait qu'un juge prolonge leur demande de rester en transit,
Et l'OFPRA les a interviewés, et finalement, ils sont tous sortis. Nasraddine est sorti un jour plus tard parce qu'il avait eu un petit malaise. Là, ils ont été pris en charge par la famille du docteur Hassan Moumine, qui leur a apporté des affaires, un sac énorme, plein d'affaires. Bravo, hein, parce que bravo. Moi, enfin, d'abord, le sac était lourd, mais c'est vrai, la portée, c'est vrai, parce qu'on l'a porté au douanier, et alors qu'il, bien entendu, ont tout épluché, tout regardé, pour savoir ce qui était dedans, ce qui est normal, ce qui est normal là-dedans, mais effectivement, ça leur a permis, alors que, effectivement, à cette saison, et Alger et le Maroc, on était plutôt en t-shirt, et à Paris, il faisait plutôt froid. Voilà. Et puis ensuite, donc, c'est que tu disais, Laurence, ils n'avaient pas leur valise. non, forcément, ils n'avaient rien. Forcément, il n'y avait rien. Alors, donc, Bilal a été accueilli par l'un de ses petits-neveux, ou je ne sais pas exactement, donc il a été logé dans la région parisienne, et Abou Bakr et Nasraddine ont été accueillis à Rennes par Souleymane, qui va nous en parler. Alors, Moumine Souleymane, c'est à vous, parce que c'est vous qui avez pris le relais ensuite, et puis je dirais que, si je peux me permettre, vous pouvez nous parler de quelques minutes là, du cas de nos trois footballeurs internationaux, et plus généralement aussi de vous, puisque vous aussi, vous êtes réfugié et maintenant en France. Voilà, comment cette solidarité s'organise, et ça c'est un truc qui, moi, de l'extérieur, me frappe beaucoup, c'est la solidarité entre vous, je veux dire, toutes les familles djiboutiennes. Souleymane, vous êtes là, c'est à vous. Il est où là? Est-ce que je peux en profiter pour demander à Madame Elisabeth Val de bien vouloir couper son micro? Pour l'instant, on n'a pas de parasite, mais hélas, la technique de temps en temps. Merci, sympa. Hein. Alors, Moumine Souleymane, c'est à vous. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui, très bien. Alors, il y a Dan qui nous dit quoi? Bonjour à tout le monde. Et merci de m'avoir invité à ce 30e anniversaire de la RDHD. C'est un grand événement. C'est un honneur pour moi de participer à cet anniversaire. Et je dis merci à Jean-Luc Chal et à Anne-Marie de la lettre qu'ils font là tous les jours là, pour qu'il y ait une démocratie à Djibouti. En ce qui concerne les joueurs, c'est comme Hassan Cher ou Jean-Luc Chal l'ont raconté. Ils sont arrivés à l'aéroport d'Erly en provenance d'Algérie, après avoir joué un match de qualification de la Coupe du Monde 2022. Et ils se cachaient, comme Jean-Luc disait, dans une salle. Et Hassan Cher a été alerté, a alerté Jean-Luc Chal, qui par la suite est parti les voir à l'aéroport et porter aide et assistance. Après, il y a eu Hassan Moumine, Boukaro, Fouadaye, Kaby, là, quand ils sont sortis de l'hôtel, quand ils sont sortis de l'aéroport, il a pris la nuit d'hôtel. Hein. Il y avait plein de gens qui les ont aidés. Et après, moi, je les ai accueillis ici à Rennes. Je les ai accueillis à Rennes. Et j'ai pris deux. Donc, j'ai pris Abou Bakr et Nasraddine. Bilal avait de la famille à Paris. Et donc, il est resté un mois avec un membre de sa famille à Paris. Et plus tard, il a été envoyé à côté de Genève, et il est pas loin de Genève. Voilà. Souleymane, pardon, parce que je suis gardienne des temps, comme vous savez. Hein, il faudrait remercier aussi. Et voilà, je crois qu'on va vous remercier vous beaucoup, mais on va revenir à vous sur un autre sujet après. Jean-Loup, tu disais qu'il fallait remercier? Il faut remercier Uno Samatar, Uno Samatar, qui m'a appelé dès le lundi et qui m'a donné un certain nombre de conseils pour leur éviter d'être récupérés par des agents doubles de Guélé. Ah, parce voilà. qu'il y en a en France, et lui les a subis dans un pays de l'Est africain, et il m'a recommandé d'être très très prudent, et je le remercie. Oui, merci Jean-Loup de rappeler ça. Merci Moumine Souleymane. On va revenir à vous tout à l'heure, parce qu'effectivement,
quand on s'exile, enfin quand il y a globalement ce type de fuite, c'est vrai que l'une des craintes et l'une des possibilités, c'est d'être capté par ce qu'on va vous revoir tout à l'heure et qui est ces fameuses, qui sont des instances, mais qui sont aussi des personnes qui manipulent au service du pouvoir pour pouvoir récupérer les choses. Alors, pourquoi est-ce que, finalement la question se pose aussi, pourquoi est-ce que ces 3 footballeurs se sont réfugiés? C'est clair, c'est vrai que à Djibouti, là, vous me couperez si je me trompe, mais il n'y a pas de football véritablement professionnel. Ils sont tous avec d'autres et d'autres emplois divers, et chacun et tous recevaient sur eux et autres pour l'expression finalement, l'expression quotidienne qu'ils avaient quasiment de souhait de liberté ou autre, recevaient des menaces constamment. Et le fait, je dois dire, qu'il a dû être un adjuvant, mais sans doute là aussi qui était la défaite, parce que l'échec sportif, alors je ne dirais pas que c'était le régime de Kadhafi, mais quand même globalement pour moi, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Kadhafi avait chargé l'un de ses fils de s'occuper des sportifs perdants, et donc les sportifs qui perdaient étaient mis, c'est pire que les trucs de Louis XI, là, ils les mettaient dans ce qu'on appelle des cages à clous, donc c'était des cages dans lesquelles ils pouvaient se trouver ni assis ni couchés et qui étaient bourrés de coups. Alors c'était pas ça, mais en fait effectivement ils ont reçu à la fin du match de surcroît des menaces là-dessus, et je pense que ça a été l'un des déclencheurs de ce côté-là. Voilà, c'est un cas emblématique, si je peux me permettre, de la solidarité sur l'ensemble des chaînes entre les personnes. Et si vous voulez bien, on va prendre maintenant, Jean-Loup, je ne sais pas si c'est ton truc qu'on voit et pas le mien, donc... je mets l'écran là, c'est pas grave. Ah bon, là, l'écran, c'est pas grave. Et derrière la question des footballeurs, on va prendre maintenant, on remonte donc de quelques années, et on est fin 2015, et c'est le cas de Saïd Hussein Roblé, donc, qui est un jeune député d'opposition, sur lequel, Jean-Loup, je vais peut-être te dire quelques mots, et ensuite, Saïd n'est pas là, Omar Ewado, on vous demandera aussi peut-être de citer les choses, parce que ça a été un épisode absolument dramatique et où plusieurs personnes ont perdu la vie. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est en décembre 2015, il y a eu, le régime a fait un assassinat dans une manifestation religieuse à Djibouti, dans un quartier périphérique de Djibouti. Bon, l'opposition s'est alertée et le président de l'ARD, je crois, a convoqué les principaux représentants politiques, puisque Saïd Hussein Roblé était devenu député, le plus jeune député de Djibouti, les a convoqués dans une villa près de l'aéroport. Quand ils sont arrivés dans cette villa, ils ont été pris à partie par des officiers masqués. On ne sait pas d'où ils venaient, sans écusson. On sait bien que ce sont des forces de guerriers armées qui ont commencé à leur taper dessus. Et ils ont mis Hussein Roblé dans une voiture. Il a senti que c'était pour l'emmener quelque part et probablement le risque d'une exécution extrajudiciaire. Il est sorti de la voiture et là ils lui ont tiré dessus. Il a pris 2 balles, une dans l'épaule, qui était moitié grave, et une autre dans le cou, qui est arrivée tout près de la veine. Je crois que c'est jugulaire. Si je peux me permettre, c'est la photo que vous voyez là, où vous voyez qu'il a... et cette balle, il l'aura gardée, tu sais ce que tu vas dire pendant... Voilà. Là, comme il avait fait des études poussées de médecine, il a compressé la plaie pour éviter de perdre son sang, et un de ses copains l'a emmené à l'hôpital qui était encore français, l'hôpital Bouffard. Là, il était pris en charge. L'ambassadeur est venu, il lui a adressé une lettre en lui disant « Je demande la protection de la France, je demande l'asile », et l'ambassadeur, manifestement, n'en a rien fait. Pendant ce temps-là, Anne-Marie et moi, nous avons été au Quai d'Orsay, où nous avons alerté. On n'avait pas besoin de les alerter, ils étaient au courant. On leur a dit que l'hôpital était encerclé par les militaires djiboutiens. On nous a dit, mais c'est pas possible. Mais bon,
djiboutiens, les forces djiboutiennes ne peuvent pas encercler un hôpital français. Eh bien, on a eu là-dessus la preuve. On ne l'avait pas, on a des photos, elles sont sur le site, on a des photos. Donc la France est intervenue, à la fois l'ambassadeur a dû déchirer la demande d'asile, la demande de protection du député, que j'avais au téléphone, et je lui ai dit, il est finalement sorti. C'est l'ambassadeur qui lui a dit de sortir, qu'il ne risquait rien. En fait, il était cueilli par les gendarmes à la sortie, et il a été emmené dans un terrain vague. Là, ils l'ont lâché. Il avait à charge pour lui de rentrer à pied, alors qu'il était blessé. Evado était venu l'accueillir. Evado, le président de la Ligue djiboutienne des droits de l'homme, était venu l'accueillir et lui est embarqué et mis en prison. Ouais. On verra après ce qui lui est arrivé, le jugement. Bon, Hassan Hussein Roblé, j'étais en contact avec lui, je lui ai dit, il n'y a qu'une solution, c'est de fuir le pays. Il en était bien d'accord, donc il est parti de nuit, déguisé comme il pouvait, et il est passé en Éthiopie, il avait réussi à récupérer son passeport. Là, en Éthiopie, il est allé à l'ambassade de France, qui n'a rien fait pour lui donner un visa. Alors, nous avons, avec Anne-Marie, nous avons recommencé à alerter, à aller partout. Et finalement, avec l'aide de la FIDH, eh bien, le Quai d'Orsay a accepté de lui donner un visa. Ça a été là, si je peux me mettre, tu le racontes gentiment, parce que ça a été très musculaire et extrêmement difficile, et il a fallu mobiliser, je dirais, un maximum de monde, et pardon pour tordre un peu le bras des affaires étrangères, donc vous avez pardon de dire les choses, moi je le connais, j'allais dire par capillarité, enfin bref, un peu de la famille là-dedans, mais donc il a vraiment fallu tordre le bras pour que les choses avancent, parce que je dirais que à la fois sur le local, c'est-à-dire qu'en fait, d'un certain côté, Saïd s'est fait vraiment sortir de l'hôpital, j'allais dire, et là... Sur des fausses promesses, et sur des fausses promesses, mais aussi sur le fait que finalement, le représentant de la France, disons clairement les choses, a demandé aux représentants militaires finalement qui dirigeaient l'hôpital militaire de Djibouti de le sortir. Et là, enfin, je ne vous raconte pas le nombre de coups de fil et de trucs qu'on a pu avoir pour essayer de récupérer les choses et globalement pour faire pression. Et je veux dire, pour la petite histoire, moi j'étais au fond de mon lit très mal, et donc j'essayais quand même, on en téléphonait globalement un peu partout, on a mobilisé un nombre de monde incroyable, et je veux dire que c'est une, je n'ai pas souvenir d'un seul coup de son nom, mais une députée européenne, française du PC, qui nous a aidés, qui nous a énormément aidés, je dois dire pour les deux choses, c'est-à-dire à la fois l'aider à le faire exfiltrer, et ensuite ça a été aider à le faire accueillir en Belgique, parce qu'une fois qu'il nous est arrivé, après, j'allais dire, des passages très complexes à être arrivé d'Éthiopie en France, on a essayé de le faire soigner, alors ce garçon avait une balle dans la gorge, était quand même, et donc extrêmement sensible, pouvait ressortir il pouvait mourir du jour au lendemain. À tout moment, il pouvait mourir du jour au lendemain. Impossible, j'ai essayé Percy, on a essayé un nombre d'hôpitaux militaires et pas militaires, impossible de le faire opérer en France. Il a fallu qu'on le fasse envoyer en Belgique, et de facto, en Belgique, l'accueil a été un peu autre, il a été opéré autrement. Donc, parce que j'étais contraint de quitter mon pays, j'ai été blessé par balle, j'ai été empêché de poursuivre mon cursus médical et j'ai été obligé de quitter parce que je ne pouvais pas exercer mes activités politiques librement et dignement. Et on va voir peut-être... Ah, on vous voit blessé là à l'hôpital après cette attaque en pleine réunion de l'opposition. Ça, c'est la balle qui a été retirée de mon cou, près de la veine jugulaire. De ce côté-là, il y a les actions qu'on mène, mais il y a aussi, et on le reverra sur d'autres cas, les actions, j'allais dire, du représentants gouvernementaux, dont le moins qu'on puisse dire est que c'est un peu approximatif et pas très aidant, pour ne pas dire exactement le contraire. On va le revoir. Je crois que dans d'autres affaires, on verra le rôle de la France globalement au service de la tyrannie. Ouais. Alors, à cette occasion, j'ai signalé qu'Evado avait été... Evado, il est où là? Il est là?
Il doit être là. Et Vado, Omar, vous voulez bien prendre la parole un petit peu à la fois sur ce cas-là et puis sur ce qui vous est arrivé, si je peux me permettre personnellement, après, puisque vous avez été directement victime finalement d'avoir aidé Saïd Hussein. Omar, il est là? Oui, il est là. Alors, on vous passe la parole, à vous. Il peut mettre sa caméra. Voilà. Est-ce que vous pouvez mettre votre caméra? Voilà. Merci d'être là. Et je rappelle, vous êtes là depuis Djibouti. Non, je suis en Éthiopie. En Éthiopie en ce moment. Il est en Éthiopie. Ah, il a dit un oh, bon, alors ça va. Pardon. Alors, à vous, comment Saïd Hussein vous a prévenu? Comment vous êtes arrivé là? Et qu'est-ce qui vous est arrivé, vous, après? Voilà, c'était le 21 décembre 2015, il y avait une cérémonie religieuse qui avait été programmée par un sous-camp de Somalie, ça, en bordure de Mambala. Et là, la police a chargé, il y a eu des massacres. Et à partir de là, la LDH avait documenté et avait publié une liste de personnes qui avaient été blessées, d'autres avaient été tués, et ceux qui étaient portés disparus. Et là, à ce moment-là, la LDH n'avait pas clôturé son enquête, mais nous avons lancé le 25 décembre, c'est le premier communiqué. Dès qu'on a lancé, bon, comme Saïd était aussi, il était secrétaire général de la LDH, et il était devenu aussi en septembre, après le décès d'Ismaël Guild-Haleb, qui est député parce qu'il était en suppléant. Il était parti voir la réunion de l'USF qui s'est tenue dans une maison d'un responsable de l'USF. Et là, bon, il avait fallu, bon, la police a fait éruption, ils ont tiré sur tout le monde. Il y a lui qui a été. Nous aussi, le président de l'époque de l'USF, Ahmed Youssouf, qui avait été blessé. Nous deux ont été tous évacués vers l'hôpital français, Boufa, et c'est là-bas qu'ils avaient été admis pour recevoir les premiers soins. Entre le 25 que vous avez été blessé et jusqu'au 29, et le 29, le haut matin, c'est l'ambassadeur de France qui m'appelle sur mon portable, il me dit, monsieur, il y a votre secrétaire général qui ne veut pas quitter l'hôpital. Il faut l'appeler, il faut le faire, il faut qu'il sorte parce qu'il n'aura rien, parce que c'est un député, il a l'immunité parlementaire, et voilà. Sinon, nous, on s'est obligé d'évacuer par force de notre hôpital lui-même. Comme je ne voulais pas qu'il était blessé, je n'avais pas toutes ces nouvelles, sauf que j'avais vu un petit cliché qui avait été posté sur le Facebook. Bon, je lui ai dit, si jamais on me laissait rentrer, moi j'aurais pu lui parler, mais voilà, l'accès est interdit aussi. Parce que le matin, j'avais essayé à plusieurs reprises de rendre visite, il ne s'était pas pu. Là aussi, les autres jours, aussi, la veille, j'avais tenté de rendre visite, ce n'était pas possible. Uniquement, ça a été possible lorsque l'ambassadeur, si vous n'arrivez pas à convaincre votre secrétaire général, il risque d'être vaincu par force de l'hôpital, d'abord par la sécurité de l'hôpital, et après il s'est accueilli. Et si je peux me permettre de vous interrompre, Omar, c'est peut-être aussi si vous pouviez dire ce que sont, parce que là le temps galope, pardon, mais ce qu'ont été les répercussions pour vous personnellement, Omar et Wado. Voilà, moi déjà, voilà, dès que je suis venu, je suis rentré, et dès qu'on est sorti, moi on m'a accueilli directement, comme j'étais avec on était ensemble, lui on l'a appelé à part, moi on m'a appelé à part. Et moi, j'ai été gardé à la CRD, la section de recherche et de déportation de la gendarmerie pendant 2 jours. Et après, j'ai été directement écroué à la prison des Grottes pour diffamation, sans qu'il y ait la moindre plainte, sans qu'on puisse porter plainte contre moi. C'est la gendarmerie qui avait décidé
Et c'était la décision qu'on venait de hauts responsables politiques et certainement de la prison. Et on m'a écrit directement en prison. Et là, ils avaient réussi à faire évacuer Saïd dans le premier temps et à pouvoir m'arrêter. J'étais cherché parce que j'avais une information. D'accord. Omar, pardon, mais je vais être devant vous arrêter. Et puis que vous pouvez d'ailleurs retrouver, alors et on refera peut-être des interviews de vous là-dessus, mais de toutes ces informations, et notamment des interviews de Saïd Hussein Roblé sur cette question-là. Et je dirais que ce que vous venez de dire là, c'est tout à fait important, et ça a été dur pour vous, c'est que les effets se font en effet domino et effet en chaîne. Et donc c'est vous qui avez été incriminé ensuite, et incriminé pour un truc que vous disiez, c'est que là c'est le grand truc de ce régime, si je peux me permettre, c'est d'accuser de diffamation tous les gens qui se permettent de dire la vérité. Donc en gros c'est ça, nous on l'a subi de la même façon, et donc vous avez été agressé de cette façon-là parce que vous disiez la vérité, donc automatiquement crac, étiquette de diffamation, divulgation de fausses informations et autres. Et là, c'est effectivement un truc dur. On va revenir à votre cas tout à l'heure, mais j'aimerais bien, si je peux mettre là maintenant, regarder peut-être avec toi, Laurence, et puis aussi avec Mohamed Kalami, le cas d'autres actions, cette fois-ci, autour de réfugiés djiboutiens en Éthiopie, et notamment le cas d'une jeune fille dont on a, pour des raisons de confidentialité que vous comprendrez, changé complètement le prénom et bien sûr le nom de famille, et qui a été aussi l'une de nos actions de sauvetage. Jean-Loup, en 2 mots, et puis on passera peut-être la parole à Mohamed Kalami après, sur le cas plus large là-dessus. Oui, le père de cette jeune Mouna a réussi à rentrer en contact avec moi. Et lui, pour une fois, n'a pas eu peur, et il a parlé. Et il a parlé sur RFI. On a réussi... Je pense qu'il faut reciter le cas, c'est-à-dire que c'est une jeune fille qui avait quoi, 12 ans, 13 ans 14 ans, 13-14 ans. 13-14 ans à ce moment-là, qui a été kidnappée, séquestrée, violée, voilà, par un militaire. D'un commandant de gendarmerie, voilà, ou de police. Et au bout de 15 jours, il fallait bien se débarrasser de la fille. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit qu'elle était majeure, qu'elle était mariée avec lui, et qu'elle avait tenté de voler des fruits dans une épicerie. Des fruits ou des cubes de lessive, je crois que c'était des cubes de lessive. Oui, pas des papiers. Moyennant quoi, elle a été mise en prison avec les adultes, puisqu'elle était considérée comme majeure, avec les adultes, et l'Éthiopie ne voulait pas céder. Là, le père m'a appelé, et le père a eu le courage, ce qui est un problème à Djibouti, on en reparlera. Le père a eu le courage de parler à RFI, à la BBC, et grâce à une journaliste éthiopienne qui était correspondante de la BBC, on a eu des interviews sur la BBC. Bon, l'Éthiopie a maintenu sa position. Alors on a décidé de faire des manifestations devant l'ambassade. Oui, on va passer la parole à Laurence, parce que Laurence, oui, juste pour la petite histoire, l'ambassade d'Éthiopie, alors ils ont eu très peur, on pourra vous raconter d'autres choses d'ailleurs globalement là-dessus, et il se trouve qu'en même temps c'était pas très loin, et ils sont quasiment pleins des fenêtres d'un journaliste que vous connaissez peut-être, qui est monsieur El Kabash, et donc il trouvait qu'on faisait un peu trop de tintamarre en bas de chez lui. Alors Laurence, dis-nous, c'est tel que vous voyez, si vous voyez un peu là sur le slide là, ça c'est aussi Laurence en action, hein, donc... Voilà, donc sur Laurence, si tu veux bien. Oui, oui. Donc on a Tu peux rester fort parce que le micro est là. D'accord. Donc en fait, juste la BBC et le relais de RFI, bien évidemment, ont été trouvés parce qu'ils ont été activés par la RDHD. Ce ne sont pas des gens qui sont venus, journalistes qui sont venus tout seuls. À chaque fois qu'il y a eu médiatisation, c'est parce que derrière la RDHD et ses soutiens en France, j'espère aussi parfois survie, se sont mobilisés pour faire venir les journalistes qui ne viennent pas tout seuls chercher ce genre d'informations. Donc on a participé, on a été solidaires de manifestations devant l'ambassade d'Éthiopie qui nous a reçus très très brièvement et la personne qui nous a reçus nous a dit que c'était des fausses informations, que cette fille était majeure et qu'il n'y avait donc strictement rien à faire. Heureusement qu'il y avait effectivement le témoignage du père
qui a permis d'asseoir et de diffuser concrètement des informations sur ce qui s'était passé, c'est-à-dire cette fille qui a été agressée, mais qui était de fait celle qui était poursuivie devant la justice là-bas. Voilà. Voilà, ouais. Et c'est voilà, bon, encore une fois une question emblématique, c'est-à-dire l'importance, à la fois il faut agir, dans nos trucs, donc à la fois il faut agir et agir vite et réagir vite, monter manifestation ou autre, mais en même temps il faut informer et il faut essayer de médiatiser, ce qui est extrêmement difficile comme vous imaginez pour ce genre de choses, et aussi d'établir la vérité, parce qu'on est en face, si vous voulez, de gens qui systématiquement manipulent, minorent ou refusent. J'aimerais bien passer la parole là maintenant peut-être plus globalement, parce que là il s'agissait justement donc de réfugiés djiboutiens en Éthiopie, dans un camp en Éthiopie. Plus globalement, Mohamed Kadami, si vous voulez bien, donc Mohamed Kadami est réfugié lui en France depuis un peu plus d'une vingtaine d'années. Il est président du FRUD. On verra aussi tout à l'heure sur les aspects plus politiques des choses que justement pour les visées, si on peut dire, de l'après-régime actuel. Il est l'impulseur de l'appel du Bourget de fin 2018 et qui constitué, qui fédère avec lui et avec d'autres une première étape pour une charte de transition démocratique. Là, Mohamed, si je peux me permettre, j'aimerais bien que vous reveniez plutôt sur cette question justement de la situation des réfugiés djiboutiens en Éthiopie, de ce que vous faites et de ce qu'on a pu faire avec vous. Mohamed, c'est à vous, donc on a votre caméra, oui je crois. Merci de m'avoir invité. Je voulais d'abord quand même dire un grand merci à RDHD. Ben zut, moi j'ai pas votre visuel. La MIF alors. Il était user, hein. Est-ce que tu l'as toi? J'ai votre son, mais attendez, intervenant, afficher les personnes qui parlent. Pourquoi est-ce qu'on vous a pas? C'est des boutons. Interlocuteur actif, tu l'as toi? Oui, Bah écoute, voilà. Alors comment ça se fait? Bon, alors allez-y, pardon, je suis désolé, mais moi je vous ai pas en photo. Alors qu'on vous a vu jusqu'à présent, est-ce que vous aurez... voilà, donc voilà. C'est bon. Pardon, c'est bon. Merci à vous. D'abord, merci à vous, merci pour le RDHD. Donc dès le début, c'est vrai qu'on est... Pendant longtemps, dans ce pays, il était tellement difficile de faire passer une seule ligne dans la presse pour dénoncer les droits humains. Et donc, la RDHD a joué vraiment sa part importante. Il a permis beaucoup de faire connaître toutes les violations des droits humains. Et là, un grand merci. Et donc, si je reviens un peu à la question de réfugiés, il y a un problème des réfugiés en Éthiopie. On ne comprend pas. Pourtant, c'est des pays pionniers en ce qui concerne l'acceptation des prisonniers. C'était déjà de l'époque du prophète Mohamed. Mais en ce qui concerne les réfugiés djiboutiens, parce que moi, dès le début, en 1993, même depuis 1993, j'étais à l'Éthiopie pour accueillir les réfugiés qui fuyaient déjà de Roki, Handé, Kata, où il y a eu des massacres. Qui ont fui ces massacres-là. Donc il y avait des milliers de réfugiés et ils n'ont jamais eu de statut de réfugié là-bas. Et je me rappelle même qu'il y a eu un député français qui s'appelait, j'ai l'impression qu'il est mort, les décédés, c'est Xavier. Non, allez-y, il y a eu une chute de son, vous n'entendez plus. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon. C'est bon, on peut repartir, il y a eu une chute de son, c'est bon là. Là, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Il a fait un rapport sur les réfugiés djiboutiens qui étaient dans la zone à part entre El Idar, Doubté et Aïssaïda. Et donc, mais en même temps, ils n'étaient pas reconnus comme réfugiés. Il y avait à peu près entre 20 et 25 000 réfugiés. Et c'était les quelques réfugiés qui ont pu venir dans la capitale, c'est-à-dire même pas une dizaine de familles ou une douzaine de familles qui ont pu aller là-bas. Qui aussi ont posé des problèmes parce qu'on ne les payait pas. Ils n'avaient pas de couverture de santé. Donc il y avait vraiment un problème de réfugiés.
en Éthiopie, et pourtant, c'est le seul pays où ils pouvaient aller. Ces populations-là ont toujours été casanières, c'est une population qui ne sortait pas de leur région d'origine. Le seul moment où ils sont sortis parce qu'ils ne pouvaient pas assurer la sécurité. Et donc, on a vu que c'est un problème d'être réfugié en Éthiopie. Et pourtant, il y avait des milliers, des centaines de milliers de réfugiés du Soudan, du Sud-Soudan, de Somalie, et de beaucoup de pays, même des Zimbabwe. Et donc, les Djiboutiens avaient des problèmes, et ils ont jusqu'aujourd'hui des problèmes. En octobre 2021, suite à une répression féroce de la part de l'armée dans la région de Sialo, il y a eu 900 familles qui sont parties vers la région Elida en Éthiopie et qui n'ont pas pu bénéficier de soutien comme réfugiés. Ils n'ont même pas pu être enregistrés parce que le HCR nous a demandé qu'il faut que l'ARA, c'est-à-dire l'organisme administratif éthiopien qui s'occupe des réfugiés, qui devait d'abord les inscrire pour pouvoir bénéficier des aides. Et donc jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en face d'un problème. Et d'ailleurs, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. On sait à l'époque le sort qui a été réservé à une trentaine des membres de FRUD dont je faisais partie et qui ont été extradés, c'est-à-dire livrés en 1997 sans aucun procès, sans passage par le tribunal. Et pour un peu enchaîner sur cet aspect encore, pas plus tard qu'il y a en 2020, il y a eu le lieutenant Fouad qui s'était réfugié chez eux et qui a été extradé par le prix Nobel de la paix. Et j'ajouterai aussi, ça a été le cas de Barkat Abdullah Alioglu, qui a été de la même manière extradé. Et d'ailleurs, à l'époque aussi, la RDH d'Arbor, Aïcha Dabelé aussi, et même nous-mêmes, on avait à l'époque même essayé d'empêcher ces extraditions. Et après, on sait, le sort qui a été réservé au lieutenant Fouad a été torturé, ainsi que Abdullah Alioglu. Voilà à peu près des relations un peu presque schizophréniques de la part du gouvernement, du régime éthiopien, qui se sont succédés d'ailleurs par rapport aux réfugiés égyptiens. Merci Mme Kalemi. Et je crois qu'effectivement, là, ce que vous mettez bien aussi en avant, ce qu'on peut voir, si je peux me permettre en analysant les choses là-dessus, c'est que c'est très difficile d'isoler le Djibouti de ce qu'on verra dans notre troisième partie, hein, de l'ensemble des pays qui sont environnants. Et finalement, la question des réfugiés se pose, idem pour d'autres nations, et se pose exactement dans les mêmes termes. Alors, juste peut-être, Jean-Loup, peut-être Abdou et peut-être Mohamed et Baki aussi, vous pourrez faire écho là-dessus, c'est qu'effectivement, l'un de nos objectifs et l'un des objectifs de la RDDHD, c'est de dénoncer d'une façon générale les massacres, les exactions et autres. Jean-Loup, alors toi, tu as 2 minutes, pas plus, parce que je suis en train complètement de glisser dans mes temps, hein, pardon. Alors, disons que dès l'année 92, nous avons organisé la première manifestation à proximité de l'ambassade de Djibouti en commémoration du massacre d'Ariba. Depuis, chaque année, les Djiboutiens se retrouvent près de l'ambassade pour commémorer le massacre d'Ariba et maintenant le massacre de Boulodoko, dont nous avions parlé tout à l'heure avec Ali Evado à l'occasion du cas de Hussein Roblé. Mais les Djiboutiens manifestent aussi à Djibouti et il faut reconnaître qu'en dehors des massacres, il y a de nombreuses exactions. Là, vous voyez une main tendue avec des balles réelles. On a encore tiré sur la foule il n'y a pas longtemps, au mois de juillet, août de l'année dernière. Les forces gouvernementales détruisent le dispensaire, je vous le disais, là vous voyez du matériel de l'UNICEF, là vous voyez un dispensaire qui a été détruit.
etc. Tout cela pour apeurer la population et lui retirer tous les services auxquels elle pourrait prétendre et qui étaient là, qui sont financés par l'aide internationale, et ça, le régime s'en fout. Ouais, donc c'est vraiment, enfin, là c'est l'une des choses qu'on voit, peut-être on n'a pas dit assez, mais c'est que c'est un régime qui est systématiquement violent, et donc non seulement violent pour faire peur, malheureusement ça marche, mais aussi violent, pour torturer directement. Et je dirais les incidences directes sur la population, ce que Jean-Loup vous montrait là, c'est aussi par exemple sur tout ce qui est aussi les produits de santé, les soins, les infrastructures ou autres, tout est systématiquement rendu, je dirais, pour rendre les choses difficiles et difficiles pour la population. Aussi, de ce côté-là aussi, du côté des prisonniers politiques, Jean-Loup, peut-être deux mots, et puis on repassera la parole peut-être à Mme Calabi tout à l'heure sur le lieutenant qui a été torturé, là, dont vous parliez tout à l'heure. Alors, le rôle de la RDHD a toujours été de venir en aide aux prisonniers politiques. Je vous ai parlé de la famille Yaref, ensuite Kadami, qui vient de nous parler. Ensuite, nous avons aidé Barkat Ali Oudoum. Nous avons voulu aider le lieutenant Fouad. Là, j'en parlerai dans la conclusion. Ça s'est arrêté. On a aidé Ali Evado lorsqu'il était en prison. Jean-Paul Noël Abdi aussi. Le lieutenant Gabassé, on a fait ce qu'on a pu, mais encore là, on a été bloqué. Et je vous expliquerai. Et on a aidé aussi un Français, Jean-Michel Pouchel, et un prêtre italien qui avait été, parce qu'il n'était pas d'accord avec le régime, qui avait été incarcéré et interdit de repartir en Italie. Finalement, il a pu repartir en Italie. Alors, on va enchaîner, Jean-Loup, si tu veux bien, parce que là, le temps file. Bien sûr, il y a tout ce qui est autour de l'accueil des réfugiés et de la médiatisation qu'on essaie d'avoir. Je veux dire que là, on doit remercier, il y a eu Le Monde, il y a eu BBC Afrique, merci Survie, merci RFI et autres. Il faut faire le buzz et il faut parler. Enfin, c'est voilà, Jean-Loup, deux mots là-dessus, et puis on va passer au cas des femmes après. Oui, là, vous voyez la photo de plusieurs réfugiés que nous avons accueillis. D'abord, nous avons contribué sûrement à ce que l'ambassade de Belgique accorde un visa à Ali Iftine. Nous avons aidé à Saïd Rosplay. Nous avons permis à 4 familles qui étaient réfugiées en Éthiopie de venir en France, les footballeurs, etc. Donc, nous essayons de les soutenir. Alors, le régime continue ses exactions et ses tortures. Et là, je voudrais vous donner un exemple. Courte vidéo qui nous a été envoyée. Sachez bien que la RDHD a besoin des informations. Nous ne sommes pas des journalistes, nous n'avons pas de correspondance sur place. Et la seule chose qui est importante, et je le dis à tous les Djiboutiens et à toutes les Djiboutiennes, c'est de nous envoyer de l'info. Là, on a reçu des vidéos sur ce qui s'était passé au mois de juillet, août de l'année dernière. Alors je le lance, ça y est. Le 6 juillet 2021, la LDDH nous alertait à propos d'incidents tragiques survenus à Warabale. Elle condamnait l'action des officiers de la police, qui sont accusés d'attiser les rivalités entre des communautés qui cohabitaient pacifiquement jusqu'à présent. Depuis le 1er août, les incidents tragiques se sont multipliés. Pour illustrer ces propos, chacun peut constater sur cette courte vidéo que la police, au lieu de contribuer au maintien de l'ordre, se contente d'assister sans intervenir. Approuve-t-elle ces jeunes qui lancent des pierres? À l'évidence, la réponse est oui. Bruit d'armes à feu. Une femme est touchée, elle tombe. Nous apprendrons plus tard qu'elle a reçu une balle dans la jambe. Sans avoir de preuves irréfutables, on peut penser, comme l'affirment les témoins, que les tirs venaient de la police. Pire encore, et inqualifiable, ignoble. On voit nettement sur cette vidéo qu'un véhicule spécial de la police fonce sur de jeunes gamins et qu'ils tentent d'en écraser un contre un mur. Nous apprendrons par la suite que ce jeune gamin a pu miraculeusement être sauvé, en dépit de ses probables blessures. Le gouvernement et la procureure, Madame Lamis, célèbre pour mettre les prisonniers en prison, qui a prétendu que c'était des affrontements ethniques. En fait, ils étaient complètement manipulés par le régime.
Et ça, encore une fois, c'est vraiment la réalité des faits, la réalité des comportements du régime et de l'oppression de la population. Et vous allez voir d'ailleurs dans ce qu'on verra dans la table ronde suivante comment on essaye de manipuler exactement à l'inverse. Alors ensuite, on avait prévu avec Aïcha Dabalé de pouvoir regarder justement les actions qu'elle fait, qu'elle mène et le développement quasi systématique des viols de femmes par les militaires et donc des actions qui ont été menées arrière. Aïcha vous transmet plein de choses, mais elle ne pouvait pas globalement être là aujourd'hui parce que voilà, les choses ont été un petit peu compliquées. Je vais vous montrer très vite un visuel là-dessus. Et puis depuis les débuts de la guerre civile en 1991 à Djibouti, des centaines de femmes afars ont été violées par les soldats gouvernementaux. Ces femmes gardent des séquelles et sont marquées à vie dans leur corps, dans leur dignité, dans leur conscience. Des viols, il y en a eu dans ma famille, dans mon village. Des femmes ont été violées dans le village voisin. L'armée djiboutienne doit cesser tous ces viols. Stop, 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 toutes les exactions dans les 3 pays où vivent les femmes afars. Stop, 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 tous les viols commis par les soldats sur les femmes afars. Les violeurs en prison, stop à l'impunité. Il faut que le monde entier sache ce qui nous est arrivé. Il faut enfin que justice soit faite. Les viols doivent cesser. À Daï, dans mon village, les soldats violeurs doivent aller en prison. Nous avons entamé cette grève de la faim pour exiger que ces viols soient enfin reconnus comme crimes de guerre. Impuni, et ce que nous montre Aïcha très bien autour de ça, c'est à la fois des témoignages de certaines de ces femmes et ensuite l'ensemble d'un mouvement solidaire qui se met en place autour et je dois dire qu'elle nous le redira, on organisera un jour un peu quelque chose de spécifiquement là-dessus sur ces questions-là. Voilà, qui s'appelle Femme solidaire, merci. Donc peut-être là on a eu un long dégagement. Peut-être les uns et les autres, nos grandes personnalités, nos grands témoins. Alors j'avais dit à Jean, je ne sais pas s'il est toujours là, Jean Caillot, qu'il avait tous les droits de m'interrompre. Il sait que ça peut être dangereux de m'interrompre, mais donc à distance ça va. Je ne le taperai pas immédiatement. Mais voilà, Jean-Marie, nos 2 Jean-Marie qui est là, Jacques aussi. Peut-être vos réactions à vous. Qui a envie de prendre la parole? Jean? Écoutez, je vais vous dire 2 mots. De tout ce que j'entends jusqu'à maintenant, j'ai l'impression de revivre des choses que j'ai déjà vécues. Et je me dis que finalement, il y a un portrait robot des dictateurs. C'est tous les mêmes. Ils ont les mêmes méthodes, les mêmes conseillers, les mêmes façons d'agir, la peur des gens, la terreur. Ils ne fonctionnent que comme ça. Un dictateur se doit d'être élu 3 fois, 4 fois, 5 fois. Je crois que Djibouti, c'est la 5e fois, oui. C'est la 5e fois, et que le seul espoir des gens, à un moment donné, c'est de se dire pourvu qu'ils meurent. Et c'est la seule justice immanente qui reste. Et puis, vous l'avez démontré dans tous vos témoignages, c'est que le silence est le meilleur ami des dictateurs. On nous dit, le Quai d'Orsay, les médias, les gens disent ne criez pas, ne faites pas de bruit, on s'arrange, on fait de la diplomatie secrète, etc. Or, vous m'avez appris, vous, Anne-Marie et Jean-Loup, qu'en effet, il faut toujours crier sous la fenêtre des puissants. Parce que c'est la seule chose qui les dérange et c'est la seule chose qu'ils ne peuvent pas supporter. Alors, quand on s'est connus, Anne-Marie et Jean-Loup, quelques mots, c'était il y a à peu près 30 ans. J'ai laissé votre association, je me suis retrouvé dans votre bureau, bon chic, bon genre, avec beaucoup de clients de haute volée et du conseil en communication de haute volée, jusqu'au soir où Anne-Marie m'a dit on va manifester devant le consulat de Djibouti. Ensuite, on me fait sur la tête, j'étais
en tant qu'activiste, très très heureux de participer à ça. J'y suis allé et d'employeurs qu'ils étaient sont devenus des amis. Et j'en profite pour dire le plaisir que j'ai de voir M. Bouvet, avec qui j'ai eu l'honneur et le plaisir de travailler. Voilà. Donc le silence, surtout ne pas accepter les gens qui disent « taisez-vous, on va arranger les choses en sous-main, sans problème, etc. » Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Quand on s'est connus il y a 30 ans, le monde était relativement facile. Les Américains, et grosso modo, il y avait le bloc soviétique. Aujourd'hui, les choses ont complètement changé. Et si mon témoignage peut mettre dans votre tête qu'aujourd'hui, l'intrusion, l'arrivée des Chinois à Djibouti, leurs méthodes d'intimidation font que même Orwell, même tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, même le goulag, vont apparaître comme des manifestations d'enfants du cœur. Les Chinois vont exporter des méthodes de contrôle de la population dont on a du mal à se rendre compte. On se dit, oh, ça va passer. Non, ça ne va pas passer, c'est tout à fait terrible. Et on a vraiment intérêt à être vigilant et aux aguets de ce qui va se produire dans les années qui viennent. Et j'en termine en disant que pour les Chinois, Djibouti, dans cette position stratégique dans la corne de l'Europe, dans la corne de l'Afrique, et qui est la porte ouverte pour l'Asie, eh bien, Djibouti, c'est l'ardent témoin en Afrique pour montrer tout ce dont ils sont capables. Merci à toi Jean. On va revenir à toi tout à l'heure. Oui, comme vous l'avez vu, Jean est un grand esprit libre. Et comme il me dit, il est à la fois classé comme communiste par la droite et de droite par la gauche. Donc Jean Caillan, il a été interdit, enfin bref, donc c'est un esprit libre et on te remercie d'être là. Et c'est tellement vrai ce que tu dis, et sans doute on aura quelque chose d'autre à faire sur le renouveau, mais c'est à la fois des outils mais des dangers, des nouvel environnement technologique. Et je citerai, pardon, pour le plaisir de la mémoire, je crois que c'était la première manifestation qu'on a faite, c'était juste avant toi, et c'était d'ailleurs un de tes amis qui nous a mis en relation, qui, le pauvre, a disparu après. Et donc c'était l'une des premières manifestations qu'on faisait à l'époque, c'était pour un REF, et donc on avait des tonnes, mais des paquets entiers, et c'était mesuré 20 cm à peu près d'épaisseur chacun, de fax, de pétitions, autres et autres. On avait à l'époque mobilisé, il y avait aussi bien l'abbé Pierre que Daniel Mitterrand, que Fabius a été après aussi là-dessus. Et donc on avait à les porter, puisqu'il n'y avait pas de moyens électroniques vraiment que des fax et autres, à aller les porter à l'ambassade de Djibouti. Alors on était très bien élevés, comme tu disais, donc on les avait prévenus à l'ambassade qu'on allait, je cite ça pour mémoire parce que c'est marrant, on allait leur porter ça. Et donc j'étais avec Nicolas, tu verras, Nicolas Hahn, donc, qui était là, donc on était il y a 30 ans, on était tous les deux, c'était pas l'été et autres, on les avait prévenus, et on est rentré dans l'ambassade, il n'y avait personne. Manifestement, il y avait une trouille absolument affreuse, c'est une des premières fois où il y avait la manif, donc on est rentré, il n'y avait personne, on tape, il n'y avait personne, on pousse les portes, il n'y a personne, on arrive dans la grande entrée, il n'y avait personne, donc on monte par l'escalier monumental, il n'y avait personne. Ils étaient tous barrés, et on est tombé à un moment sur un type qui était mais suant de terreur. Je veux dire que nous on devait être vraiment terrorisants, Nicolas et moi, avec qui on a remis notre paquet, le truc, et il était totalement terrorisé. Donc effectivement c'était d'autres moyens. Là maintenant on aurait sans doute eu d'autres choses en face, mais voilà. En tout cas merci de nous dire une chose qui est importante, c'est que le silence est la pire des choses. Un dernier mot, Anne-Marie. Gaston Defer a été mon patron quand j'étais journaliste au Provençal. Gaston Defer est allé en voyage officiel en Ukraine. À l'époque, l'Ukraine était complètement soviétique. Ayant une petite pensée pour ce qui se passe en Ukraine en ce moment. Et on avait Nina et moi, Nina qui était ma compagne, avec qui on a fait beaucoup de choses sur le droit de l'homme.
On est allé voir la Somme de Fer en disant, puisque vous allez en Ukraine, on vous en supplie, ramenez la mère et la sœur de Léonid Plouch, qui sont retenus en otage à Odessa. La Somme de Fer nous a pris de haut, une appel que vous prenez, et on a dit à la Somme de Fer, écoutez, si vous ne le faites pas, si vous ne profitez pas de votre situation pour le faire, à votre retour à l'aéroport, on sera 10 à s'enchaîner pour vous empêcher de descendre de l'avion. On était un peu confus, on était un peu jeunes, mais ça a marché. La Somme de Fer est revenue d'Ukraine avec dans ses bagages la mère et la sœur de Léonid Plouch qui étaient retenues en otage à Minsk. Eh bien bravo, la preuve qu'il faut oser. Merci Jean. Donc,